Bien, bonjour à tous et bienvenue sur l'événement du club MES Digital Experience MES. Désolé pour les quelques minutes de retard, on fait face à quelques problèmes techniques de dernière minute, les aléas du direct. Comme on commence assez en retard, je vous propose d'avancer assez rapidement sur la première partie. On va faire un petit tour de table. Je vais vous présenter ce webinaire. Donc, quelques règles de fonctionnement du webinar. Bonjour à tous. Seuls les intervenants et les administrateurs ont la possibilité de parler. Donc, pour tout ce qui est questions et chat, ça se situe dans l'onglet, dans le bouton, dans l'interface en bas à droite, chat et questions. Je tenterai de répondre à la volée un maximum de questions durant le webinar. Et puis, à la fin de chaque intervention, on laissera un temps de questions et réponses pour pouvoir échanger et répondre à vos interrogations. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire à tous. Je vais attaquer avec le sujet en tête, le sujet chapeau de ce webinaire, les challenges liés au déploiement d'une solution MES. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 industriels autour de la table qui vont présenter tour à tour en retour d'expérience autour de leur déploiement, de leurs défis, de leurs challenges et de toutes les choses dont ils pourraient vous partager aujourd'hui. Et c'est ensuite Olivier Guillon qui prendra le relais pour une table ronde avec ces 3 mêmes industriels qui va questionner et qui devrait compléter les questions que vous pourrez vous poser. Malheureusement, c'est pas Stéphane Crépé, le président du club MES aujourd'hui, qui fera l'introduction, puisqu'il y a quelques problèmes techniques de son côté, mais au moins je prends le temps de le présenter. Je me présente également, je suis Marc-Antoine Saillant, responsable de la commission événements et actuellement en poste chez Sofine en tant que marketing manager. Également dans la salle, Florent Tonson, qui est secrétaire du club MES et dirigeant de la société EasyTech. Voilà, aujourd'hui le club MES grandit. Parmi les grands messages qu'on a à vous faire passer, vous le voyez avec de plus en plus de membres actifs sur ce club MES. On en décompte une trentaine aujourd'hui. Raison de cet événement aujourd'hui. Je vais laisser chaque industriel se présenter très brièvement et comme ça au moins vous pourrez mettre un visage sur un nom. Jean-Charles, je vous laisse commencer. Ça marche. Donc, bonjour à tous, je suis Jean-Charles Mégroguet, je travaille pour le groupe Nimba, je suis responsable basé à Bordeaux et je suis responsable en fait de ce qu'on appelle les solutions de service chez nous. Donc, je présenterai un peu la société, mais Nimba c'est un concessionnaire 4 sur l'Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous, moi c'est Emmanuel de Guillage, donc je travaille dans une société en Suisse, la société SOTA. Je suis coordinateur de production, c'est-à-dire en fait je fais un peu le lien entre le bureau technique et la mise en production des dossiers de production. Et je m'occupe aussi notamment du déploiement d'un MES. Bonjour à tous, moi c'est Julien Pinet, responsable informatique au sein du groupe Axiom Packaging, basé à Saint-Étienne, et je m'occupe également du déploiement du MES et de l'ERP sur les différents sites du groupe. Je dois me présenter ou pas, du coup? Ah, j'entends plus rien. Bon. Écoutez, je vais me présenter quand même. Olivier Guillon, donc journaliste et rédacteur en chef du magazine Production Maintenance, trimestriel sur la maintenance industrielle. Et c'est bien moi sur la photo, mais il y a une dizaine d'années déjà. Voilà. Très bien. Florent, je peux te laisser passer la main. Merci à tous de vous être présentés. Ça nous permettra d'identifier plus facilement qui sont les différents intervenants. Florent, je te laisse la main pour présenter rapidement, brièvement le club MES. Tu passeras les slides. Oui, j'avance. Effectivement, moi non plus, on ne me reconnaît pas sur la photo.
Je suis Florent Ponson, secrétaire du club MES, président de EasyTech, basé à Saint-Étienne. Alors, le club MES, rapidement, notre mission est de promouvoir le MES au niveau national. Donc, on regroupe un ensemble d'intégrateurs, d'éditeurs, de consultants aussi, mais également d'enseignants et dans le milieu de la recherche, avec toute cette panel de missions. Ça fait sens avec le nom d'Expérience MES, puisque on a pendant un paquet d'années, on a parlé entre nous, entre éditeurs, intégrateurs, et puis on a essayé d'ouvrir les chakras et d'intégrer les industriels. Alors tout d'abord au sein d'une communauté de pratiques, où les industriels ont commencé à échanger avec eux et avec les différents éditeurs et intégrateurs pour partager leurs expériences. On les a fait partager au sein de salons qu'on appelait les assises du MES. Donc, c'était les événements qu'on avait de manière récurrente une fois par an à Paris. Et puis, depuis peu, on a lancé les expériences MES pour vraiment faire partager ces expériences de manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus publique. Donc, c'est pour ça qu'on a opéré un petit virage au niveau du club il y a 2 ans et on a multiplié les événements de partage. Donc, c'est des événements digitales comme celui d'aujourd'hui, des événements en présentiel, des événements aussi de communication. Abonnez-vous à notre page LinkedIn, tout d'abord. On a des newsletters, on a des livres blancs aussi sur nos sites internet. L'idée, c'est bien de partager et de faire partager tout ce savoir sur le club des experts du MES. Sachant que le MES, on le rappelle en permanence, c'est le moteur de l'industrie 4.0. On aime bien appeler ça la colonne vertébrale, mais on se place au niveau central de cette industrie 4.0. Voilà pour la présentation du club. Je repasse la main, puisque Olivier va me faire les gros yeux. Je repasse la main à Marc-Antoine ou Olivier. Marc-Antoine, je te laisse. Oui. Dans l'ordre de passage, il n'y avait pas d'ordre qui était établi. Donc le premier qui veut partager son écran et entamer un retour d'expérience, donc pourra y aller. Qui se jette à l'eau? On va se jeter à l'eau. Jean-Charles. Ouais, je suis en train de regarder. Ouais, je vous laisse la main, Jean-Charles, pour poursuivre. Merci en tout cas. Voilà. Et merci Florent pour l'introduction. Si c'est arrivé, si vous voyez tout. C'est tout bon? C'est affiché sur l'écran? Oui, c'est tout bon, on voit bien. Ok. Donc bonjour à tout le monde. Donc, comme je le disais, moi je travaille pour le groupe Nimba. En quelques chiffres, et pour vous situer l'activité, Nimba, c'était concessionnaire Caterpillar, depuis plus de 90 ans. Anciennement, GA Delma, c'est une société qui était basée à Bordeaux, dont les centres de gravité ont un peu changé depuis 2 ans, puisqu'on a été racheté par un groupe panafricain. Et donc voilà, on a une agence qui est toujours en France, qui regroupe pour l'essentiel de la vente offshore, des fonctions régaliennes type finance, et puis finance, RH et informatique, et puis un pôle d'experts dont je fais partie. Donc on a 4 axes principaux d'activité: la construction, les mines, dans lesquelles on fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires, l'énergie et les équipements industriels. Donc aujourd'hui, Nimba, c'est 4000 clients, c'est 1000 machines par an, autant de groupes électrogènes, c'est 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et autant d'actifs. Donc par actif, j'entends tout ce qui va être installation dans les pays. On couvre à peu près une dizaine de territoires, dont vous avez la liste sur le côté. Donc quelques destinations de vacances que je vous conseille, comme le Mali et le Niger en ce moment. Très agréable. Donc pour vous expliquer pourquoi nous on a eu besoin de déployer un MES chez nous, on a ce qu'on appelle dans notre réseau des centres de reconditionnement de composants. C'est en quelque sorte des mini-usines dans lesquelles on va complètement désassembler des moteurs, des boîtes de vitesse, enfin, tous les organes clés de la chaîne cinématique des machines de nos clients pour les reconstruire. Donc on va les désassembler, les expertiser,
analyser si on peut réutiliser ou non la pièce, et ensuite les reconstruire. Donc ces centres, on en a deux principaux, avec une stratégie régionale pour alimenter les autres pays du réseau. Le premier est basé à Ouagadougou et le second à Dakar. On avait besoin, nous, d'une solution qui nous permette d'intégrer, on va dire, des outils multiples qu'on avait développés au fur et à mesure des années, qui étaient bien souvent des outils propriétaires, mais qui n'étaient pas ou peu interfacés, que ce soit entre eux ou avec notre ERP, et qui nous créaient aussi des problèmes de maintenance, puisque ça a été fait au fil de l'eau avec des personnes qui sont pour certaines parties, et donc des outils qui restent, mais qui sont difficiles à maintenir, dont on ne maîtrise pas la genèse, et donc ça crée des soucis de continuité. On avait également besoin d'offrir à nos clients une meilleure traçabilité en allant proposer des rapports en allant collecter, on va dire, de la donnée et être plutôt capable de répondre à leurs questions rapidement, donc via l'édition de rapports qui pouvaient être personnalisés. Et puis bien sûr, on avait un souhait de digitaliser en fait tous nos documents de production, que ce soit nos gammes opératoires, que ce soit du planning jusqu'aux gammes d'exécution. Donc le projet MES, pour nous, il s'intégrait dans une démarche d'amélioration continue qu'on a commencé à déployer en 2016 au sein du groupe. Donc nos attentes et nos challenges, si je le résume comme ça, le premier, comme je disais, c'était vraiment de répondre aux attentes des clients qui souhaitaient avoir plus de visibilité sur les encours, qui souhaitaient avoir des rapports d'exécution de travaux personnalisés. Le deuxième, c'était l'intégration des outils dans une solution unique qui soit cette fois-ci interfacée avec notre ERP. Donc, parmi ce qu'on souhaitait, on voulait effectivement avoir une interrogation dynamique des stocks de nos agences, de manière à pouvoir avoir une planification qui soit plus optimisée. On voulait pouvoir simplifier la maintenance de nos systèmes, bien évidemment. Et puis, on voulait éviter tout ce qui était double saisie opérateurs, qui font, un, perdre du temps, et deux, qui sont source d'erreurs lorsqu'on va collecter de la donnée qu'on va transmettre aux clients. Sur la partie digitalisation de nos standards de travail, on avait tout un tas de documents qu'on a commencé à mettre en place donc, depuis 2016. Il faut dire qu'avant, on travaillait avec la base centrale du constructeur Caterpillar qui s'appelle SIS. Et donc, à partir de là, on avait créé nos propres documents de travail. On a voulu, en fait, l'objectif était de digitaliser tout ça et de supprimer tout ce qui était papier sur ligne. De la même manière, c'était une simplification pour notre traçabilité. Ces documents, parfois, on les avait, parfois, on les perdait. C'était pas toujours évident de les retrouver dans les dossiers papier quand on avait des questions de clients. Donc, c'était un des aspects. La simplification de mise à jour aussi, puisque en collectant tout ça et en mettant tout ça à jour en centrale, on n'avait plus qu'à appuyer sur une touche pour déployer, ce qui limitait le risque d'utiliser des documents obsolètes. Et puis, on voulait aussi enrichir nos gammes de fabrication avec de la photo, de la vidéo et tout un tas de documents d'aide pour les techniciens sur les lignes qui travaillaient, pour leur faciliter la vie. Un des derniers aspects, c'était bien évidemment améliorer la qualité de production, puisque le MES devait aussi nous permettre de mettre en place des quality gates, donc des contrôles qualité en ligne, validés par des superviseurs, ainsi de suite. Et puis, on souhaitait aussi pouvoir déployer des outils connectés pour limiter les risques liés à la saisie. Donc, ça, c'était important pour nous, de manière à ce qu'on limite complètement le risque opérateur, à ce qu'on puisse collecter l'ensemble des données liées aux paramètres critiques des composants de nos clients. Bien évidemment, le plus gros challenge, c'était de s'assurer de l'adhésion de l'outil, de l'adhésion des équipes à l'outil plutôt. Et ça, je dirais que ça a pas été ça a été relativement simple du fait que la démarche d'amélioration continue s'était lancée déjà depuis quelques années. L'outil est apparu comme un facilitateur en fait, n'a pas été quelque chose qui leur a bouleversé l'existence. Donc, si je parle un peu des périmètres du projet, comme je l'ai dit, on avait deux centres régionaux, celui du Sénégal et celui du Burkina Faso. On parle à peu près de 72 équipements, 119 écrans. On a aujourd'hui donc l'interface avec notre ERP qui est réalisée pour récupérer l'ensemble des ordres de réparation, pour pouvoir interroger les stocks magasins, pour remonter automatiquement les pointages. Et en termes de MES, nous, on a déployé la solution de chez Astré Software, AkiWeb,
où on a déployé tout un tas de modules qui nous ont permis justement de pouvoir répondre à nos demandes, répondre à l'ensemble des demandes d'ailleurs que je vous ai présentées précédemment. En termes de timing, pour reprendre les grandes étapes du projet, on a fait au préalable un audit d'avant-projet, ce qui était très important pour nous puisqu'il fallait absolument qu'on puisse identifier, on va dire, qu'on identifie bien le périmètre. Il s'est passé à peu près un an entre l'audit d'avant-projet et le déploiement de la solution terrain. À la suite de cet audit d'avant-projet, lorsqu'on s'est aperçu que la solution collait à nos besoins, on est allé un petit peu plus loin, on a défini nos spécifiques. On s'est quand même attaché à rester sur la solution standard, donc avec uniquement 10 à 15% de spécificité métier. On a adapté notre process finalement à l'outil. On a eu une phase de développement de 9 mois environ et on a commencé à déployer. Le premier site sur lequel on a déployé, c'était Dakar. On avait fait quelques tests sur Ouaga, mais on va dire ça restait très limité. On a déployé sur Dakar qui a ouvert ses portes en fait en juin de cette année. Donc c'était un site qui démarrait de zéro. Il n'était pas question d'arriver avec des anciens process et puis de tout casser 3 mois après. Donc voilà, on a démarré là-bas et là on est en train de poursuivre les déploiements à Ouagadougou. Comment ça se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, on commence déjà à avoir les premières modifications, malheureusement, donc quelques spécificités encore à intégrer avec la prise en compte des retours d'expérience du terrain. Je dois dire qu'on a une pleine adhésion des équipes de production. Comme j'expliquais, c'est un outil qui leur facilite la vie aujourd'hui. Là où il y avait des tâches qui étaient parfois rébarbatives, on les a plus. Le fait qu'on utilise aussi beaucoup d'équipements de production qui sont digitaux, tactiles, c'est un côté ludique que les gens aiment bien. Et le fait de pouvoir documenter les observations avec de la photo, des commentaires assez détaillés, assez fouillés, c'est pareil, ça apporte énormément de clarté à ce que l'on fait, aussi bien au niveau de la relecture que derrière au client lorsqu'on va pouvoir émettre un rapport. On a une gestion qui est du coup plus efficace de tous nos ordres de réparation. J'ai besoin de moins d'administratif, notamment sur tout ce qui va être pointage. Avant, on avait de la double saisie en fin de journée. Donc, on avait des opérateurs qui nous amenaient les feuilles de pointage qui étaient des feuilles papier, dont on va dire la fiabilité était proche de zéro. Et ces feuilles étaient ressaisies, nous, dans notre ERP, pour indiquer les heures travaillées par les opérateurs. Aujourd'hui, le fait de passer par un MES nous permet d'avoir en temps réel les heures qui sont remontées vers le système et de ne plus avoir de personnes qui retraitent la donnée. La seule chose que l'on fait, c'est garder juste un étage de vérification. On a pu développer des KPI en ligne qui sont accessibles aux équipes, que ce soit en local ou en régional. Et on a pu mettre aussi en ligne une plateforme de suivi de travaux accessible à nos clients, qui est alimentée par les datas qu'on collecte depuis notre ERP et depuis notre solution MES. Donc, en plus de ça, bien évidemment, ça nous a permis d'améliorer la gestion visuelle de nos postes. Nos checklists 5S qui étaient en papier, on a pu les intégrer. Donc, on a tout un tas de contrôles que l'on peut lancer au démarrage des postes de travail. Donc, c'est un vrai changement pour nous. Moi, je vais terminer juste par quelques points qui me semblaient importants pour tous, pour ceux qui voudraient se lancer dans un projet MES. Le premier, c'est la définition du périmètre. Très très important, puisque une mauvaise définition va entraîner, on va dire, un mauvais résultat. Donc, conséquence, ça peut être des retards importants, des surcoûts importants. Donc, cette phase d'audit d'avant-projet me semble cruciale lorsqu'on décide de se lancer dans un projet de cette envergure. Le deuxième, c'est la bonne définition, je dirais, ou la faiblesse dans la définition des équipes de projet. Ça dépend comment on va le prendre. Il faut absolument un pilote dédié, il faut des ressources pour allouer. Il y a toute une phase de test lorsqu'on va entrer notamment dans la mise en production et dans les premiers déploiements. Il y a toute une phase de test à pouvoir gérer et il est très important d'être réactif sur ces éléments-là. Donc, il faut être capable très rapidement d'arbitrer les choix et de pouvoir remonter les problèmes pour les corriger. Ça, je le lis avec aussi l'implication du management qui est très importante. On a souvent des managers qui regardent le retour sur investissement très rapide. Il faut voir un MES comme un outil qui est plutôt sur le moyen long terme. Donc, aujourd'hui, nous, on en a déjà des retours d'investissement. J'ai du mal à les quantifier à l'heure actuelle puisque
Ils sont pas vraiment mesurables, mais les clients qui ont vu cet outil, certains nous avaient fermé la porte pour des questions de non-qualité il y a quelques années. Et aujourd'hui, en voyant ce que l'on faisait, en voyant le déploiement de cet outil, cette porte se rouvre grand. C'est-à-dire que là, on parle de pouvoir repartir avec eux sur des business qui sont assez conséquents sur plusieurs années. Donc attention à ne pas sous-estimer la charge de travail que représente un tel projet. Et puis, bon, on en a parlé, la résistance au changement. C'est-à-dire que si on n'a pas démarré effectivement cette démarche un peu d'amélioration continue, c'est un gros outil qui peut faire peur. Forcément, c'est du changement. On est assez réfractaire au changement, ça nous fait peur. On ne sait pas où on va. Il faut vraiment bien communiquer. Là, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de trouver 2-3 personnes sur qui on peut vraiment s'appuyer, qui peuvent être aussi les fortes têtes, mais sur qui on va pouvoir s'appuyer, parce que si on les embarque dans l'aventure, on sait que ce sera de très bons ambassadeurs. Voilà ce que je pouvais vous présenter, moi, sur très rapidement, hein, puisque je sais qu'on a peu de temps sur le projet qu'on a mis en place chez nous. Et puis, je vous remercie de votre attention. Je pense que je vais laisser la parole aux autres, et puis on se parlera tout à l'heure. Merci Jean-Charles pour ce témoignage. J'ai effectivement quelques questions qu'on va traiter tout de suite, comme ça on va pouvoir les traiter au fil de l'eau, ça sera un petit peu plus facile, je pense. La première est comment avez-vous identifié la solution AcquisWeb comme correspondant à vos besoins? Alors, on avait fait des recherches de MES depuis quelques années, mais en fait sans mettre le nom vraiment dessus. Au départ, c'était des solutions de purement planification, etc. Et je dois avouer qu'on est tombé un peu sur AcquisWeb par hasard, en cherchant sur le net des solutions qui pourraient répondre à nos besoins. Et oui, Internet, c'est magique, hein. On arrive à trouver tout, pas que des choses mauvaises, beaucoup de choses bien. Et donc, on est tombé là-dessus, on est tombé sur Astray Software, on a vu cette solution qui nous semblait correspondre. Et puis, on a pris contact avec eux et on a commencé à discuter. Bien, merci. J'ai une demi-question. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un projet MES en Afrique? Alors, la spécificité d'un projet MES en Afrique, moi, j'ai envie de dire que ça se passe un peu comme partout ailleurs, si ce n'est la culture. La culture va être, ça peut être soit un frein, soit, c'est différent. Ça peut être soit un obstacle, soit un moteur. On apporte quelque chose de nouveau, donc on a des gens en face de nous qui sont très ouverts à vouloir apprendre. On apporte du process, alors ça c'est un frein parce que souvent il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est là où c'est plus compliqué, il faut les amener dans un autre mode de travail plus structuré, là où malheureusement on va dire l'environnement du pays ne l'est pas forcément. Donc c'est un peu ce qui fait la complexité ou la spécificité, on va dire, du déploiement de cet outil en Afrique par rapport à ce qu'on peut connaître chez nous en Europe. Bonne réponse. J'ai une nouvelle question. L'audit avant projet, a-t-il été réalisé seul, en interne ou avec un organisme? Alors, il a été conseil ou autre. Non. Au moment de l'audit de production, nous avons fait, on avait les gens de chez Astray Software en face de nous, et nous avions réuni nous pendant, je crois que c'était 2 jours ou 3 jours, un ensemble d'experts métiers. On avait de l'IT, on avait des experts métiers par rapport à tout ce qui était méthode et process, dont je faisais partie. On avait des gens des infrastructures par rapport aux équipements que nous avions en place. Et on a discuté tous ensemble, on a présenté, on va dire, ce que nous faisions comme activité dans nos CRC. Donc c'est là où je dirais il faut être assez carré et pas survoler, il faut vraiment rentrer un peu plus dans le détail pour être sûr que la solution puisse correspondre, parce que derrière, les premiers chiffrages ils vont être basés sur ce qu'on va faire, ce qui va ressortir de cet audit. Donc si on se plante là-dessus, forcément la suite ne sera pas bonne. Stéphane, une réaction peut-être à la question précédente, c'était ça? Oui, bonjour à tous, Stéphane Crépet, productrice, président du club MES. Déjà, j'ai pas pu vous rejoindre en tant que monté sur scène, mais j'ai été en tant que visiteur un peu coincé. Merci à tout le monde, c'est super intéressant. Je voudrais répondre à Hervé pour sa première question du choix du logiciel MES.
en précisant bien que là, nous faisons depuis cette année des événements digitaux sur lesquels on met vraiment l'accent sur le retour utilisateur, qui est fondamental pour vous. C'est l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. Et je vous invite à aller nous voir dans les différentes manifestations que l'on peut voir, où vous trouverez certes aussi les belles démos, mais aussi les gens qui vont avec. Et si j'ai un conseil, Hervé, et à tous à vous donner, c'est de discuter avec les gens. Je suis éditeur de MES, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Notre version des choses, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau fonctionnel, dans lequel tous, on essaye de compléter au fur et à mesure. Donc, vous ne vous bridez pas sur ce que vous auriez pu voir il y a 1 an ou 2 ans sur un salon, mais venez aussi discuter sur la partie comment vous abordez le projet. Comment vous déployez? Est-ce que j'ai une machine de test? Est-ce que je peux avoir un accès à distance? Est-ce que je peux former des équipes sur quelque chose? Est-ce que vous avez des tutoriaux? Bref, plein de questions qui vont vous aider à choisir non pas forcément un outil, mais une vraie société partenaire comme n'importe quel fournisseur avec qui une relation humaine est d'abord primordiale. Voilà. C'est tout à fait vrai. Merci Stéphane. Bon, je vais jouer le rôle de gardien du temps aujourd'hui et je vais passer la parole à Julien Pinet puisque je choisis l'ordre, puisque j'ai organisé une bonne partie de l'événement. Julien, après donc le matériel de chantier, on va basculer dans le flaconnage si mes informations sont bonnes. Tout à fait. Donc, bonjour à tous à nouveau. Petite présentation rapide puisqu'on l'a fait juste avant, mais je suis responsable informatique au sein du groupe Axiom Packaging depuis bientôt 10 ans. J'ai participé à la mise en place de l'ERP et du MES sur les différents sites étrangers et au gros projet, on va dire, de centralisation du MES et de l'ERP en 2019-2020 avec un déploiement progressif sur tous les sites depuis, avec le dernier site qui a été déployé au premier semestre 2024. Nous avons ici en interne la compétence avec des petits développements internes sur le MES, donc pas mal d'autonomie sur des petites évolutions, des ajustements, corrections de bugs aussi, il peut y en avoir. Et après, pour des développements plus conséquents, là, on fait appel à notre partenaire MES Creativity. Donc, présentation du groupe. Le groupe Axiom Packaging, c'est 6 sociétés, plus la holding Axiom Packaging, avec des sociétés en France, Loire Plastique, Actipack et Lapac, mais aussi des sociétés à l'étranger, principalement en Europe, exclusivement en Europe pour le moment. Actipack CZ en République tchèque, KKT en Allemagne et Silté en Italie, ce qui nous permet de couvrir une bonne partie du territoire européen. Le groupe Axiom Packaging, c'est 77,5 millions de chiffre d'affaires consolidé. Donc voilà, c'est plutôt une entreprise qui fonctionne bien et aujourd'hui, on sait qu'on a pas mal de produits dans les rayons des magasins. Le groupe Axiom Packaging propose des solutions d'emballage complet, en standard ou en spécifique, pour répondre aux besoins des clients. On fournit un ensemble de flacons et capsules ou de pots et bouchons pour les différents marchés, la chimie, le détergent, l'agroalimentaire, pour tout ce qui est respect des normes de sécurité alimentaire, l'hygiène beauté et éventuellement d'autres marchés divers pour des pièces plus techniques ou du sur-mesure selon les besoins du client. Notre métier s'articule autour de 2 technologies bien précises. L'injection plastique pour les capsules et bouchons. C'est une sorte de gros moule à gaufres dans lequel on vient injecter la matière puis la refroidir pour ensuite sortir donc un joli bouchon ou une jolie capsule avec des technologies plus ou moins avancées comme les capsules bicouleurs. Et puis on a également la technologie d'injection soufflage et extrusion soufflage pour les flacons et les pots, ce qui nous permet de faire des contenants de différentes tailles et différents rendus pour les besoins du client. On fait aussi pas mal attention à tout ce qui est RSE et matières éco-responsables, avec une bonne partie de nos produits qui sont produits en matière recyclée et recyclables. Pour tout ce qui est RSE, on va faire un petit peu d'éco-pâturage sur notre nouveau site de Saint-Étienne, du don de matériel informatique sur tout ce qui est renouvellement du parc pour éviter de jeter du matériel qui serait usé, mais encore fonctionnel. Et puis bien sûr des certifications comme le label MOR et LNE pour tout ce qui est la mise en place de matières recyclées dans la plupart de nos produits. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous ai mis quelques photos du MES en action.
On peut voir donc ici qu'on a des photos de notre atelier avec les postes, ce qu'on appelle nous les postes d'étiquetage, qui vont permettre aux opérateurs de venir déclarer leur production et de sortir les étiquettes à coller sur nos palettes pour faire tout ce qui est traçabilité. On est également équipé de Pocket PC pour les différentes personnes de la logistique et faciliter les déplacements de palettes, les approvisionnements de matières pour les machines. Et puis on a également une petite partie, je dirais un peu IoT, avec des écrans connectés qui permettent d'afficher des plans qualité en live en fonction de l'ordre de fabrication qui est lancé sur le MES. Et également des outils de pesée des déchets qui remontent directement les informations à notre ERP via le MES pour avoir des statistiques et des TRS quasiment en temps réel. En général, le jour suivant, on peut avoir les statistiques de la veille. Et enfin, en dernier, on a fait des écrans personnalisés où on a les différents statuts des machines, le fonctionnement pour que les services de maintenance et d'automatisme puissent réagir en cas de souci et avoir une visu globale de l'état de l'atelier. Donc, l'origine du MES au sein du groupe. Le projet MES chez nous, il a démarré en 2009-2010. À l'époque, la direction voulait moderniser les ateliers et réduire l'utilisation du papier pour simplifier l'accès aux données de fabrication. L'idée, c'était d'offrir une interface très intuitive, à l'image des écrans tactiles de l'époque. C'était la période des premiers iPhones, donc tout le monde avait ce côté ludique et facile d'utiliser les applications. Et donc, c'était l'idée de concevoir un MES à cette image-là pour qu'il soit accessible à tous et notamment aux opérateurs en production. Le premier déploiement qu'on a fait a eu lieu en janvier 2010 pour la mise en production et il a été ensuite étendu progressivement à toutes les sociétés du groupe avec au départ chaque société qui hébergeait son propre MES sur ses propres serveurs, même s'il était quasiment identique de partout. La période 2010 était aussi la période industrie 3.0 avec la modernisation des ateliers et l'introduction du matériel informatique en production déjà depuis quelques années. Les objectifs du MES pour nous, ils étaient multiples. Automatiser les états TRS pour un accès simplifié aux performances de production, avoir les informations quasi en temps réel et afin d'être en mesure de sortir des états synthétiques quasiment au jour le jour. Enfin, l'objectif aussi, il était d'améliorer grandement la traçabilité pour pouvoir remonter l'intégralité de la chaîne logistique du produit final à la matière première qu'on a utilisée, ce qui est essentiel pour tout ce qui est certification ISO et principalement dans l'agroalimentaire. Et évidemment, le MES, pour nous, a facilité la gestion logistique en optimisant l'organisation du stock, de pouvoir connaître l'emplacement de ses palettes, etc. En termes d'évolution et d'intégration au système d'information pour l'ERP et le MES, on a fait le choix en 2010 d'intégrer à la fois un nouvel MES et un ERP. Les deux solutions ont donc été déployées en parallèle, ce qui a permis une intégration assez fluide entre les deux systèmes, puisque les interfaces ont été conçues spécifiquement pour l'un et pour l'autre. On a fait beaucoup d'évolutions depuis, forcément depuis 2010, et on a fait donc une partie centralisation en 2019-2020. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, les échanges entre notre ERP et notre MES, c'est 65 000 échanges d'informations par jour, toutes sociétés confondues. Donc, comme je le disais, depuis 2010, notre MES a beaucoup évolué. On a fait ajouter pas mal de fonctionnalités plus ou moins complexes pour accompagner notamment l'arrivée de nouvelles machines, de nouvelles technologies, pour s'adapter aux spécificités des usines et des besoins des ISO, des normes ISO, etc. Partie évolutivité et flexibilité, je pense que c'est important de préciser donc qu'on a conservé le même MES depuis 2010 en le mettant régulièrement à jour, soit par des petites évolutions, soit par des ajouts de fonctionnalités majeures. En 2020, je le disais juste avant, on a fait le choix de faire ce qu'on appelle une core modélisation, c'est-à-dire de regrouper tous les processus de toutes les sociétés en un seul et même bloc qu'on pourrait diffuser sur nos différentes sociétés, sachant que les processus se ressemblaient fortement. Aujourd'hui, ça nous permet de maintenir le système plus facilement et de déployer les nouveautés plus rapidement sur tous les sites. On modifie les processus en un seul et même endroit et toutes les sociétés peuvent en profiter directement. Le temps de déploiement est réduit
et donc les coûts également. Dans notre cas de figure, c'est un aspect qui est pas négligeable. Vous imaginez bien, que reproduire des nouvelles fonctionnalités sur 6 usines à chaque fois, c'est un cauchemar. Donc le faire une seule fois, c'est beaucoup plus pratique. Le MES nous permet aussi de répondre à certains besoins très spécifiques des clients. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est la partie étiquette palette. On a un client qui nous a demandé d'afficher certaines informations très précises sur nos étiquettes, ce qui auparavant n'était pas possible pour nous. Et donc, grâce à la flexibilité, on va dire, du MES, on a pu faire des développements très spécifiques. Et aujourd'hui, on est en mesure, en fonction de la demande du client et de l'article, d'afficher des informations bien précises, un code barre à un endroit bien précis, ce qui permet aux clients d'utiliser nos palettes directement quand ils les reçoivent chez eux. Et dernier point, l'intégration de nouvelles structures, ce qui est essentiel pour nous. Grâce à l'accord modélisation, le déploiement du MES dans des nouvelles usines est extrêmement facilité et accéléré. Ça fait aussi du coup des économies en termes de déploiement. En général, déployer le MES, uniquement le MES, c'est quelques semaines de travail. Le projet global, déployer l'ensemble MES et ERP, on est plus sur, en fonction de la taille de l'usine, entre 6 mois et 1 an de préparation pour préparer tout ce qui est les données, nomenclature, articles, détails clients, etc. Mais c'est vrai que la partie MES, vraiment déploiement du MES, on est plus en général sur le dernier tiers du projet et c'est quelques semaines. Pour ce qui est du déploiement du MES, l'accueil a toujours été très favorable pour les utilisateurs, même dans les usines où il n'y avait pas du tout d'informatique dans l'atelier. Le fait que ça soit très ludique, très facile d'accès, fait que les utilisateurs qui sont plus à l'aise avec l'informatique vont s'approprier l'outil très rapidement et vont tout de suite enchaîner en aidant leurs collègues qui, eux, sont moins à l'aise pour justement s'adapter à l'outil. Et pour terminer, un aspect assez important du MES, c'est que on met un point d'attention sur les traductions, puisque encore une fois, on est dans des ateliers avec des opérateurs qui sont pas forcément bilingues, donc des logiciels en anglais, c'était un non catégorique. Et donc encore une fois, pour nous, la flexibilité de notre MES, c'était les traductions. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Julien pour ce témoignage très complet. On sent les années d'utilisation. J'ai gardé quelques questions pour vous qui étaient déjà un peu dans le fil, mais elles faisaient sens aussi. Vous pouvez tous répondre d'ailleurs. C'est possible. Comment avez-vous choisi le logiciel MES lors de votre avant-projet? Les démos vidéo sont toujours belles, mais comment valider réellement la facilité d'utilisation, la passerelle vers l'ERP, l'ergonomie, etc. Alors le MES, l'ERP et le MES initialement ont été choisis en 2010. Donc moi malheureusement je faisais pas encore partie de la société, mais des retours que j'ai pu avoir de mes collègues, il y avait une grosse partie ergonomie qui est rentrée en jeu, puisqu'effectivement c'est ce qui est censé quand même séduire les personnes qui vont l'utiliser, et donc c'était un aspect très important. Et après, côté plus technique, il y avait quand même la capacité à échanger des informations via les interfaces avec l'ERP. Et c'est vrai que la plupart des MES qui ont été sondés à cette époque-là avaient cette capacité à échanger des informations. Donc je dirais qu'après c'est plus un feeling au niveau de ce qui est présenté, et sachant que nous, le MES à l'époque, n'avait pas nécessairement de package tout prêt, tout complet. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de visuels qui ont été faits sur mesure. Donc après, à partir de ce moment-là, seul le porte-monnaie limite et du coup, c'est une double question. Hein. La première est assez courte sur la réponse. Le RP et SAP, est-il SAP, oui, le même pour toutes les usines? Le RP est le même pour toutes les usines, effectivement. SAP Business One, donc le petit SAP, pas le gros. Et effectivement, on a toujours eu ce duo Cubes et SAP, et donc on a challengé à nouveau en 2019-2020. Mais au final, c'est vrai qu'on avait tellement de flexibilité et des processus assez efficaces, avec beaucoup de choses qui ont été ajoutées au fil de l'eau, qu'il n'y avait pas vraiment de sens à remettre en question tout ça, sachant que le MES répondait quasiment à tous nos besoins au jour où on l'a challengé.
Super, merci Julien. Et alors, je ne sais pas si vous serez capable de répondre à cette question en entier. Alors, combien d'utilisateurs ou de postes, alors je pense concernant la partie MES, et combien de personnes pour assurer le support de cette utilisation? Alors, deux postes, deux têtes comme ça, c'est, je dirais que sur toutes les usines confondues, on doit être à peu près 30 à 40 ordinateurs au sein des ateliers. Après, on a également des utilisateurs un peu plus de bureaux qui, eux, vont venir exploiter les informations, faire tout ce qui est traçabilité, etc. Et le reste de la question, vous m'avez dit, c'était... Et combien de personnes pour assurer le support de Combien de cette personnes pour utilisation? assurer le support? Aujourd'hui, pour le groupe Axiom Packaging, on est 2 personnes au service informatique. On est énormément monté en compétences sur l'exploitation de Cubes, donc on a beaucoup d'autonomie et la maintenance se fait assez facilement. Pour nous, c'est un logiciel qui est assez stable et une fois qu'on a la compétence en interne, en général, c'est assez facile à maintenir, même si ça reste un minimum technique quand même. Super. Merci beaucoup, Julien. Eh bien, merci pour ce super témoignage. Je vais passer maintenant la parole à notre dernier témoin qui est Emmanuel de la société Sotas, que je vais laisser démarrer. Emmanuel, c'est à vous, merci. Oui. Alors ma présentation sera, je vais vous commencer par une brève présentation de l'entreprise SOTA, les défis qu'on a rencontrés un peu pour la mise en place de la solution MES, quels bénéfices on peut en tirer et puis pourquoi on a choisi un MES dans notre cas. Donc, je travaille au sein de la société SOTA, qui est une société suisse située dans le canton de Fribourg à Bulle. On a 2 sites de production, donc un qui est sur place à Bulle et puis un autre qui est dans le canton de Vaud à Dange. C'est dans ce site-là que je travaille actuellement. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, je suis en charge du déploiement du MES. Et je m'occupe aussi de la mise en production, donc des dossiers de production, contrôle matériel. Je fais aussi un peu de planification. On a 6 bureaux techniques, donc répartis un peu selon les régions linguistiques en Suisse, donc entre Bulle et Dange. Donc notre domaine d'activité, on est actif dans la charpente métallique, qui représente environ 30% de l'activité. On a à peu près 15% non pardon, 55% concernant les façades vitrées. Et on a un autre secteur, All-in-One, où c'est un peu un des projets avec à la fois de la charpente, façade vitrée et du bardage en plus, qui représente une quinzaine de pourcents. On est environ 500 employés et on a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. Alors, quels défis on peut rencontrer lors de la mise en place d'un MES? Les plus gros défis, c'est revenu déjà, ce sujet est déjà revenu plusieurs fois, c'est bien évaluer ses besoins, mettre l'accent sur la mise en place d'un cahier des charges complet. Nous, c'était le cas pour nous, on avait mis sur papier assez précisément nos besoins, et comment on voulait que le MES fonctionne. Il faut bien identifier les données sources qui vont alimenter le MES, parce qu'on peut avoir effectivement plusieurs sources de données, des formats différents de données, et on va travailler avec plusieurs logiciels ou plusieurs acteurs. Donc à un moment donné, il faut aussi se mettre autour de la table tous ensemble pour voir qui c'est qui donne quoi comme information. Un point important pour nous, c'était d'anticiper la mise en place des différents interfaçages entre le MES et différents logiciels tiers, comme le RP. On avait le logiciel Excel aussi pour tout ce qui est la gestion des listes de pièces d'à côté. On a un logiciel aussi qui gère les timbrages et pour la remontée des heures affectées aux différentes activités. Et un point aussi important, c'est si on veut que ça fonctionne, c'est aussi anticiper le dialogue avec les personnes qui vont utiliser ce logiciel.
Donc, pas forcément au tout début, mais alors qu'on commence à la mise en place de ce logiciel, bah, il faut commencer à parler avec eux pour savoir quels sont leurs besoins ou comment eux voient la chose. Parce qu'au final, bah, c'est eux qui l'utilisent. Et s'ils l'utilisent pas, bah, il n'y aura pas de données fiables. Donc, dans notre cas, au niveau des données sources, on avait donc toutes les données de planification qui étaient sur notre ERP. Par contre, tout ce qui est BOM, liste de pièces, OF, n'existe pas dans notre ERP. Donc ça, c'est ici au fait d'une feuille Excel qui est gérée par les techniciens, que lorsqu'ils créent leur dossier de production, bah, génèrent ces listes de pièces à produire. Donc c'était des informations qu'on devait récupérer déjà à 2 endroits différents. Ensuite, bah, les connexions machines pour connaître les états machines en temps réel. Mais on avait aussi des données à renvoyer par le MES, donc déjà les états d'avancement, planification fine qui retournaient vers le RP pour mettre à jour la planification globale et principale de l'entreprise, ainsi que l'affectation des heures de production de chaque opérateur sur les projets. Donc, dans notre cas, nous, on est parti sur une solution avec la société Productis pour la mise en place de notre MES. Et c'est vrai que j'avais été assez surpris, c'est la simplicité de communication pour transmettre les données au MES. Donc, les données sont sous un format JSON. Je vais donner un exemple après, ne vous inquiétez pas. Et par simple requête HTTP sur le serveur MES, avec une simple authentification, on peut envoyer assez facilement toutes sortes de données. La même chose du côté de l'ERP. Donc du côté de l'ERP, bah, c'est notre fournisseur qui s'est chargé de faire le traitement et la mise en forme des données, qui s'est fait assez rapidement. Du côté d'Excel, donc ça s'est fait en interne, c'est moi-même qui me suis occupé de ça, d'extraire de la BOM les différents OF qu'on voulait, selon certaines règles établies. Et le traitement est mis en forme des données et envoie au MES, c'est à l'aide de simples macros VBA. Et finalement, c'est un système qui nous donne assez de flexibilité, parce qu'on peut facilement le modifier aussi. Donc là, je vous donne juste un exemple des données de format JSON. Donc les données sont, que ce soit dans le RP ou dans notre cas, dans notre fichier Excel, bah, c'est sous forme de table, avec un certain nombre de champs. Une petite routine de notre cas en format VBA permet de transformer ces données au format JSON, où on va retrouver simplement une liste de champs avec chaque fois leur valeur correspondante. Donc on a un premier bloc qui correspond à la première ligne et les blocs suivants aux lignes suivantes. Donc c'est très facile à mettre en œuvre et à savoir, et même lors des phases de débugage, c'est assez rapide aussi d'identifier d'où vient le problème. Et c'est un code qui est assez lisible. Alors pour nous, les bénéfices apportés par le EBS, c'est une planification fine qui a été effectuée par les chefs d'atelier. C'est quelque chose qui nous manquait. Le chef d'atelier, ça lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la charge à réaliser. Ça permet d'optimiser le planning de charge capacité, qui, grâce à la planification fine dont le MES, ces données remontent vers le RP et met à jour chaque jour notre graphique de charge capacité. Donc ça permet de le fiabiliser également. Au niveau des postes de travail, chaque opérateur a visu sur toutes ces tâches qu'il a à faire, qui sont attribuées à ses postes, donc sous forme d'OF. Et on a aussi ça permet aussi de digitaliser en fait tous nos dossiers de production qui étaient avant sous format papier, de les attribuer directement au poste concerné. Donc chaque opérateur en fait visualise uniquement ce qui le concerne du point de vue des tâches à faire et des documents de production.
Ça nous permet aussi de centraliser de gérer les différents contrôles qualité qui étaient auparavant sous format papier, disponible sur chaque poste d'assemblage ou d'usinage. Et là, on se retrouve avec des contrôles qualité qui sont associés aux ordres de fabrication et qui sont tous centralisés dans le MES et facilement retrouvables également. Ça permet aussi d'améliorer notre suivi de production, parce que pour chaque OF, en un coup d'œil, on sait son état, que des prêts, s'il est en cours, soldé ou bien sûr en attente. Ça met à jour aussi une fois par jour les activités qui sont liées dans notre ERP. Donc, c'est des OF qui sont liés à ces différentes activités qui peuvent être de l'assemblage ou d'usinage, par exemple. Ça permet également de faciliter l'accessibilité à ces informations aux chefs de projet qui peuvent voir en temps réel la mise en production de leur dossier de production. Évidemment, les états machines nous permettent de faire des statistiques de fonctionnement, de voir plus rapidement si l'état d'une machine, si elle est en panne ou si elle est en fonctionnement. Donc globalement, on a des gains dans l'organisation, de la croissance, parce que ça permet d'identifier les goulets d'étranglement, d'optimiser la répartition de la charge sur les machines, donc potentiellement d'augmenter notre capacité. Et on centralise l'information, donc digitalisation de tous les documents liés à la production. Donc pourquoi on a choisi un MES? Donc le contexte qu'on avait à l'époque, donc avant qu'on commence à mettre en place un MES, on avait de la difficulté à planifier les dossiers de production parce que les dossiers de production étaient distribués sous format papier à nos différents centres de production. Et c'était difficile de remettre la main dessus une fois que la production était terminée. On ne savait jamais vraiment l'état de la production, qu'est-ce qui était fait, qui n'était pas fait, surtout dans les intersites ou dans des secteurs différents. La mise en place d'un ERP a été faite, c'était avant que j'arrive. Ils avaient prévu, aucun module de production en fait n'était prévu dans ce package-là, ni de module de qualité, donc ce qui fait qu'aucune création d'OF, aucun module de qualité pour suivre les remontées de qualité. Donc pourquoi le choix d'un MES? D'une part, c'est notre responsable d'exploitation, il avait déjà de l'expérience, avait déjà travaillé avec un MES. Il avait eu une très bonne expérience. Le MES permet de centraliser différentes informations utiles à la production et les événements qui peuvent survenir, tels que des défauts de fabrication, non-conformité, contrôle qualité ou des pannes de machine. Il est facilement accessible aux planificateurs et à différents échelons, donc les chefs d'atelier, opérateurs, chefs de projet, parce qu'il est situé sur un serveur web qui est en interne chez nous. Et globalement, il permet de gérer, d'améliorer la gestion de production. Donc moi j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Emmanuel pour votre retour d'expérience. Si, des questions, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et je ne sais pas si on arrivera à toutes les faire rentrer pour laisser suffisamment de temps à Olivier Guillon pour mener sa table ronde, mais on va essayer d'être bon. Je vais commencer avec alors, je les prends un peu dans le désordre, hein, excuserez les auditeurs dans la salle. La limite entre les fonctions de l'ERP et du MES est parfois floue. Certaines entreprises font toute la planification sur leur ERP, d'autres initient simplement un OF sur le ERP et font la planification sur la MES. Comment est-ce qu'on définit cette frontière? Question pas évidente. La répartition du rôle entre ERP et MES. Alors dans notre cas ici, comme c'est deux choses qui ont été faites indépendamment de l'autre,
la frontière s'est définie un peu naturellement par l'équipe qui a en fait mis en place le ERP dans un premier temps, qui eux ne voulaient absolument pas gérer de production avec et voulaient pouvoir gérer que les commandes d'achat. C'était l'activité principale et la logistique. C'était les deux fonctions principales qu'ils voulaient gérer avec. Donc dans ce cas-là, toute la partie de production en fait a été évincée de l'ERP dans un premier temps. Et dans la même lignée, à quelle fréquence est rafraîchi l'ERP, sur un temps réel ou en batch? Alors le RP en lui-même, il est en temps réel. Par contre, les informations du MS qui remontent dans le RP, là on l'a défini une fois par jour. Le pourquoi, c'est parce que le RP va mettre à jour des informations qui peuvent être travaillées au temps réel par les chefs de projet ou techniciens. Donc pour éviter des conflits d'erreurs de lecture ou d'écriture, on a préféré de mettre une mise à jour une fois par nuit. Ok. J'ai une autre question pour vous, Emmanuel, puis après je passerai la parole à Olivier Guillon. Avez-vous réalisé le cahier des charges seul ou avec l'aide de consultants, en sachant que votre responsable d'exploitation avait déjà une expérience dans le MES? Est-ce que vous avez quand même fait appel à une société externe ou vous êtes lancé seul dans la rédaction des cahiers des charges? Non, on l'a fait à deux. On l'a fait avec mon responsable d'exploitation et moi-même. On l'a réalisé à deux, en interne. Et j'ai une dernière question, après je vous libère et je laisse Olivier attaquer sa table ronde. Avec quel logiciel avez-vous digitalisé les documents papier? Alors, j'ai pas extrêmement bien compris le sens de la question, je la pose quand même, mais J'ai pas compris la fin, les documents. les documents papier, avec quel logiciel avez-vous Ah oui. digitalisé les documents papier? Bon, le MS répond en partie à cette question. Peut-être que la question concernait les documents papier qui ne seraient pas rentrés dans un flux MES. Comment est-ce qu'ils ont été digitalisés? Non, en fait, à la base, nos dossiers de production étaient de toute manière générés en PDF. Donc, ils étaient déjà digitalisés quelque part, sauf que ils étaient imprimés avant qu'on ait le MES. Eh bien, c'est très clair. Je vous remercie, Emmanuel, pour vos réponses et pour votre témoignage. Je vais pouvoir passer la main à Olivier Guillon, qui va animer la table ronde et poser toutes les questions un petit peu préparées. Un petit peu préparé, en effet. Merci. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Parfaitement. D'accord. Merci. Donc, merci Marc-Antoine. Merci Stéphane également en tant que président du club MES et merci bien évidemment à toute l'organisation du club. Et bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle table ronde. C'est la deuxième. Depuis, on en a fait déjà deux premières lors du premier événement en avril. Cette deuxième édition est marquée autour d'un thème, le MES et les défis à relever dans sa mise en place, puisque c'est un projet quand même. On y reviendra. Est-ce que c'est un projet d'entreprise ou plutôt une agrégation d'une technologie finalement par rapport à d'autres? Les trois intervenants qu'on a eu le plaisir d'écouter présenter leur retour d'expérience répondront à certaines de ces questions. Évidemment, on va pas revenir donc tous les trois, Emmanuel, Jean-Charles et Julien sur les activités de l'entreprise. On avait bien compris, peut-être juste chacun présenter déjà, peut-être représenter votre rôle au sein de la société et peut-être une question qui suit, c'est qu'est-ce qui a finalement, quelles sont finalement les problématiques en matière de suivi de production, puisque c'est un peu le premier, évidemment, un des rôles premiers du MES, ce suivi de production. Donc déjà, peut-être commencer par vous, Julien. Voilà votre rôle précis dans la société, ce qui fait que vous avez amené
voilà, quel est votre rôle et ensuite dans cette société-là, chez Axiom Packaging, vraiment l'enjeu de les problématiques de suivi de production. Moi, je suis responsable informatique, donc je m'assure qu'effectivement le RP, le MES tourne bien, fonctionne bien au quotidien, que tout soit disponible ici sur site et également à l'international dans nos différentes usines. Les défis, c'est s'assurer que l'opérateur puisse déjà déclarer facilement sa palette produite et obtenir ces éléments pour pouvoir comptabiliser tout ça dans notre ERP, les remontées de production. Il y a un énorme enjeu en termes de traçabilité. Le MES est essentiel là-dedans. J'en ai parlé dans ma présentation pour la certification ISO, les normes agroalimentaires F2SC 22000 et compagnie. On se fait régulièrement auditer pour voir si on est bien en mesure de remonter de notre palette de produits finis jusqu'au fournisseur de la matière, au numéro de lot problématique, d'avoir les informations sur les dates de réception et compagnie. Et donc c'est vrai que là-dessus, le MES apporte un bloc qui est pour nous tout près et qui est extrêmement utile dans ce suivi-là. Et après, il y a diverses autres problématiques qui sont un peu plus internes, mais le suivi des palettes, des mouvements de palettes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a approvisionné telle matière à tel moment, est-ce qu'il y a eu une confusion, est-ce que le bon bac a été pris ou plusieurs éléments comme ça. D'accord. Et Jean-Charles, justement, même question. Peut-être rappeler en quelques mots votre rôle au sein de la société et des problématiques de suivi de production. Alors, mon rôle au sein plutôt au niveau de la maintenance, d'ailleurs. Souci. Mon rôle au sein de Nimba, du groupe, comme je le disais, je suis responsable du département solutions de services qui recouvre l'ensemble des infrastructures du réseau et des équipements. Donc notamment ces CRC et puis tout ce qui va être définition et exécution de toutes nos offres de contrat auprès de nos clients, qu'ils soient miniers ou construction, et toutes les offres de définition et mise en place en fait de toutes les offres de réparation un peu packagées, donc les coûts de reconstruction de composants, les prix cibles, les offres de services qu'on peut avoir derrière, etc. Donc nous, le besoin du MES, et ce qui était crucial pour nous, c'est que, comme je l'ai dit, on avait plusieurs outils. Le MES nous permettait de planifier. Je reprends la question qui avait été posée tout à l'heure de planification entre MES et ERP. Souvent, le ERP, on va dire, la planification au sein d'un ERP est relativement réduite. Celle du MES est plus dynamique, offre plus de facilité. Donc, c'est après ce qui va faire le choix lorsque vous avez des changements. C'est plus associé. La traçabilité, effectivement, est un point crucial. La traçabilité au sein de l'usine, des unités de mouvement nous servent effectivement pour savoir, une fois que le composant est démonté, où sont les différents éléments du composant et à quel stade ils en sont au niveau de la production. Et puis, par rapport à nos clients, il était important aussi de leur donner la BOM, justement, de leurs produits une fois terminés. On a eu des requêtes qu'on avait beaucoup de mal à satisfaire par le passé, notamment avec des éléments où le client nous demandait les codes des injecteurs qu'on avait mis dedans, la version logicielle qui les pilotait, le couple de serrage de telle ou telle pièce qui était une pièce critique. Voilà, des paramètres qui, lorsqu'ils étaient enregistrés en papier, le papier, ça vole. Ça vole dans tous les bureaux et on ne le retrouve pas forcément dans les dossiers de production quand on en a besoin. Donc c'était assez complexe, ça prenait beaucoup de temps. Le MES a permis de répondre à ça. D'accord. Emmanuel, pour finir cette même question. Oui, alors je suis coordinateur de production chez SOTA. Donc mon rôle est de mettre de mettre en production les différents dossiers de production qu'on reçoit. Et actuellement, je m'occupe du déploiement d'un MES. Alors nous, la problématique du suivi de production chez nous, c'était de savoir quel composant est terminé pour pouvoir finaliser un produit à l'assemblage, principalement. Donc de savoir où sont les pièces, est-ce qu'elles sont faites, pas faites, et où est-ce qu'elles se situent. Il
une petite question qui me vient en tête. Alors, je ne l'avais pas communiqué au départ, mais vous avez des profils très différents finalement. Qu'est-ce qui a fait que l'un et l'autre a été choisi pour finalement prendre en main ce projet MES? Est-ce qu'il y a un profil type ou alors est-ce que c'est vraiment en fonction de chaque entreprise? La question s'adresse évidemment à Nemours. Peut-être restez avec vous, Emmanuel. Non, je sais que pour nous ici, c'est vrai qu'on a des profils très différents. Le MES et le RP, alors ça dépend de quel côté on le prend, hein. Forcément, il y a toujours un côté hyper technique, un côté hyper fonctionnel. Je dirais que pour nous, en tout cas dans notre cas, même si aujourd'hui l'exploitation et l'administration se fait surtout côté informatique, il y a quand même une participation de tous les métiers sur l'exploitation du MES, parce que le MES touche touche la logistique, il touche la production, il touche la qualité. Donc même si ces personnes-là, ces responsables de service, n'administrent pas forcément le MES, ils participent à son amélioration, à son exploitation, à comprendre les besoins, qu'est-ce qu'on doit faire développer ou pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer, et ils ont besoin aussi des fois d'idées ou qu'on leur réexplique que des fois on peut faire certaines choses alors qu'ils ne l'avaient pas pensé. Donc là-dessus, ouais, c'est important. D'accord. Jean-Charles, même question. Est-ce qu'il y a selon vous un profil et pourquoi vous finalement plutôt qu'un autre? Pourquoi un profil? Je pense pas. La preuve, hein. On a des profils différents, donc un profil unique, non. Pourquoi moi? Simplement de 2016 à 2019, en fait, je me suis expatrié au Burkina Faso justement pour basculer d'un système de production, on va dire artisanal, un système de production semi-industrialisé, mais tout un tas d'outils en place et à suffler cette démarche d'amélioration continue dans les CRC. Donc, je connaissais très très bien la maison de l'intérieur, l'ensemble des process. Je dirais, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une grande expertise métier. Et si on l'a pas, de s'entourer des gens qui l'ont, parce que c'est effectivement, je rejoins ce que disait, je crois, Emmanuel tout à l'heure. Il faut se mettre à la place des gens qui vont utiliser. Il faut pas faire un joujou d'ingénieur. J'aime à le dire comme ça. Donc ça, c'est très important. Et voilà. Donc c'est pour ça que tout naturellement, on va dire, je me suis occupé du projet de construction du CRC de Dakar. Et parmi les équipements, le MES en est un. Alors c'est pas une machine, mais c'est vraiment un outil de pilotage qui va justement nous aider à gérer les hommes et les machines à l'intérieur. Donc ça s'est fait naturellement comme ça. Je l'ai pas fait seul, hein. J'avais des équipes. Encore une fois, j'insiste, c'est vraiment un travail d'équipe dans lequel il doit y avoir une implication de plusieurs services et de plusieurs personnes. Sur la partie management, on va en parler juste après. Et Emmanuel, une question sur la numérisation, la digitalisation de l'usine. Est-ce qu'il faut avoir engagé déjà je dirais une démarche de digitalisation de l'usine, de l'atelier, pour ensuite intégrer un MES, où tout peut se faire en même temps, ou bien on peut arriver dans finalement une usine relativement peu numérisée et intégrer un MES? Pour moi, je pense qu'il faut passer par différentes étapes. Donc déjà, la première chose qu'on a faite chez nous, c'était déjà d'équiper chaque poste avec un PC pour pouvoir envoyer les données numérisées dessus, tout bêtement. C'était vraiment pas le cas avant. Donc ça, c'est déjà une première étape. Deuxième étape aussi, il faut éduquer les gens à numériser leurs documents et à transmettre ces documents aux différents postes via l'informatique aussi. Et après, dans le MS lui-même, il y a tout plein de fonctionnalités différentes. Nous, on a été par plusieurs étapes. On a commencé par vraiment mettre en place le côté planning, planification et suivi des OF, déjà dans un premier temps. D'accord. Jean-Charles, même question. Est-ce qu'il faut quand même un préalable numérique au sein de l'atelier ou des ateliers, puisque là il s'agissait de plusieurs centres de reconditionnement? J'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire qu'on peut avoir démarré avant. Si on l'a pas fait, c'est pas un frein. Par contre, ça doit être pris en compte dans la définition et dans la démarche de déploiement d'outils. C'est-à-dire qu'effectivement, déployer une coquille vide, ça ne sert pas à grand-chose.
Donc il faut déjà bien préparer l'ensemble des documents, d'où les ressources nécessaires et les équipes qui sont derrière, pour pouvoir justement alimenter le MES avec le minimum d'informations. Là où je rejoins Emmanuel, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Alors ça paraît étonnant parce que nous, on a déployé beaucoup de choses en même temps, mais on avait déjà ces éléments-là, on va dire, sur le terrain sous différentes formes, donc ça nous a permis d'aller plus vite. Mais il faut savoir y aller par itération. On a souvent tendance à vouloir la machine finie avant même d'avoir commencé à la construire, donc il faut être prudent là-dessus. D'accord. Julien, même question. Alors vous avez commencé beaucoup plus tôt, hein, vous avez dès 2010 finalement, beaucoup d'entreprises il y a 15 ans n'étaient pas déjà aussi avancées. Première question déjà la même, est-ce qu'il faut avoir déjà, où en étiez-vous? Déjà vous aviez déjà démarré un processus de numérisation. Ensuite vous aviez effectivement en 2020 passé à un corps modélisation. Est-ce que aujourd'hui c'était à refaire, si vous deviez faire ça aujourd'hui en 2024, est-ce que vous passeriez au corps modélisation tout de suite? Voilà, deux questions en une. Pour ce qui est du déploiement dans un atelier qui est pas forcément équipé aujourd'hui en termes d'informatique, je pense que c'est peut-être même plus facile que si un atelier. Enfin, ça dépend du niveau d'intégration de l'informatique dans un atelier existant, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de déconstruire entre guillemets pour reconstruire derrière. Quand on arrive dans un atelier vierge, les opérateurs sont pas forcément habitués à interagir informatiquement. Ils ont plus l'habitude de faire leur travail au quotidien et c'est tout. Ou des fois de remplir des papiers, mais en général, on sait que le papier est rempli, puis après c'est débrouille-toi pour saisir ça dans le système. Donc l'avantage, c'est vrai que d'amener un bloc informatique dans l'atelier, s'il est suffisamment bien conçu et ludique pour la personne, en général, comme je le disais dans la présentation, les plus à l'aise vont prendre l'outil en main assez rapidement. Et le tout, c'est de savoir s'appuyer justement, de repérer les personnes qui vont avoir vraiment bien compris comment ça fonctionne. Et ensuite, elles peuvent transmettre l'information aux personnes qui sont un petit peu moins à l'aise. Mais même aujourd'hui, on a fait le déploiement de Silté en Italie il n'y a pas très longtemps. Et après 2-3 mois d'utilisation, même les personnes qui initialement n'étaient pas forcément très à l'aise avec l'informatique, finalement, s'habituent assez bien au fonctionnement, sachant que on reste sur des opérations qui sont le plus simplifiées possible, justement pour éviter que la personne qui est en production ait des dizaines d'heures à passer sur l'ordinateur. Et pour ce qui est de la partie corps modélisation, évidemment qu'on le referait parce que ça a vraiment eu un avantage pour nous en termes de coût de déploiement. Ça facilite grandement la mise en place d'une nouvelle société. Je l'expliquais dans la diapo, de 2 à 3 semaines de travail intensif sur le MES, et entre guillemets, nous, on a un package complet qui est déployé. Alors évidemment, il n'y a pas que le MES chez nous, il y a aussi l'ERP, mais le fait de pouvoir déployer un package complet qu'on ajuste uniquement pour les besoins spécifiques de l'usine fait qu'on a un déploiement très rapide et aussi une mise en place de nouveautés sur les sociétés qui se fait à tous. C'était une critique qui était faite auparavant de dire un tel a cette nouveauté ou un tel a reçu cette nouvelle fonctionnalité, mais pas nous. Et là, le fait d'avoir quelque chose de centralisé où chaque développement est poussé chez tout le monde, ça fait que les autres sociétés se sentent moins délaissées. D'accord. Jean-Charles, un petit mot sur la raison d'un MES, vous l'avez évoqué dans votre présentation, mais y avait-il sur le marché, il y a aujourd'hui pléthore de solutions informatiques, plus ou moins évidemment bien et plus évidemment correspondant plus ou moins à vos besoins, mais est-ce que vous aviez identifié d'autres logiciels, peut-être issus de certaines startups qui avaient à peu près le même fonctionnement sans pour autant être un MES, et pourquoi finalement avoir choisi le MES, ou alors aviez-vous vraiment en tête uniquement le MES, c'était la seule chose qui pouvait répondre à vos besoins? Non, on avait identifié plusieurs logiciels. On avait une solution de planification qui nous correspondait, et pareil, on pouvait aller interroger nos stocks, organiser notre production en fonction de la disponibilité des pièces, etc., et avoir cette flexibilité sur la planification qui était faite par Siemens. On avait d'autres solutions qui étaient faites par, je crois, des éditeurs aux États-Unis, me semble-t-il. L'inconvénient, c'est que c'était encore des petits bouts.
C'est-à-dire qu'on agrégeait des petits bouts pour répondre à un besoin complet. Et ça, c'est toujours pénible parce que ces petits bouts, il faut les maintenir, il faut créer les interfaces entre eux pour que ça communique. Il faut ensuite aller récupérer l'ensemble des informations de ces petits bouts pour les mettre dans un data warehouse. Tout ça, en fait, c'est une complexité qui est assez lourde à gérer et on avait envie de simplicité. On a parlé d'ergonomie tout à l'heure, c'est pareil, ces solutions étaient parfois manquaient un peu d'ergonomie parce que très spécialisées dans un domaine. Et donc, on avait besoin d'avoir quelque chose qui soit simple et ludique pour l'utilisateur. Donc, c'est vrai que le côté de l'utilisation, on va dire, des outils un peu tactiles, la tablette, etc., c'est assez sympa pour les utilisateurs finaux. Ça permet de travailler tout en jouant, entre guillemets. Donc, et je rejoins complètement ce que disait Julien, c'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir des gens qui sont relativement jeunes dans nos centres, pour la plupart. Donc, ce sont des outils qu'ils s'approprient très, très vite. Et voilà. Et en termes aujourd'hui de retour, on commence à avoir... Moi, le retour que j'ai des équipes et de nos clients, c'est qu'on arrive à sortir des rapports super clairs, détaillés, avec de belles photos qui sont parlants, plus que ce qu'on avait par le passé. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. Ce qui répondait à l'un de vos besoins, vous l'avez évoqué, effectivement. Là. Emmanuel, même question, est-ce que vous aviez identifié d'autres solutions auparavant avant de choisir un MES? Non, on était parti pour avoir un MES, donc on a évalué plusieurs fournisseurs de MES pour finalement choisir un, mais... D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence, sans forcément mettre en avant évidemment l'éditeur, mais disons qu'est-ce qui dans le choix, dans votre choix, qu'est-ce qui a orienté votre choix en fonction des besoins et est-ce que c'est aussi important de bien identifier les besoins? J'imagine que oui, mais voilà, pour surtout ne pas se tromper finalement de solutions qui pourraient être éventuellement différentes. Nous, on avait, à partir de notre cahier des charges qu'on avait établi, on l'a fourni en fait aux différents fournisseurs qu'on a sondés. Et puis en fonction de ce qui pouvait répondre selon notre cahier des charges, on a fait notre choix là-dessus en fait, par rapport aux éditeurs qui pouvaient répondre au mieux à notre besoin. D'accord. Donc une liste et vous cochez finalement, enfin l'éditeur coche la liste et puis vous faites ensuite une moyenne, on va dire. Ça. Oui, c'était exactement ça, ouais. Ok. D'accord. Et au niveau cette fois de la mise en œuvre, quelles ont été finalement, comment s'est déroulée la mise en œuvre du MES depuis l'audit jusqu'à la version finale opérationnelle, et quels ont été aussi les freins finalement? Est-ce qu'il y a eu des freins, des écueils? C'est ça aussi que les participants à cette table ronde aimeraient aussi entendre. Rares sont les projets qui se déroulent vraiment sans écueil. Peut-être que si, mais voilà. Quels sont les freins Par rapport déjà par rapport à l'éditeur et nous-mêmes, disons, par rapport à notre cahier des charges, il y a d'un côté il y a ce qu'on veut, la manière qu'on s'imagine que ça fonctionne, et il y a le côté éditeur qui lui a sa solution qu'il propose. Et il faut toujours avoir du dialogue pour trouver un compromis sur ce que l'éditeur est d'accord de modifier ou d'adapter pour notre besoin, puis est-ce que nous on est d'accord de lâcher pour la fonctionnalité de base qu'on voulait. Donc finalement il y a pas mal de discussions à avoir et ça va pas aussi vite que l'on pense parce qu'il y a des réflexions de notre côté, il y a des développements à faire du côté d'éditeur. Et voilà. D'accord. Julien, même question. Quels ont été les éventuels écueils et freins à peu près le même retour. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel, puisque c'est effectivement le côté le plus difficile, c'est de faire comprendre à l'éditeur de la solution MES notre besoin exact, sachant que en général, quand ici toutes les personnes expriment leurs besoins, elles sont dans le métier, elles ont une visu très précise de ce qu'elles attendent, et l'éditeur n'est pas forcément spécialisé dans le métier, donc établir un cahier des charges qui soit le plus précis possible sans non plus rentrer trop dans la technique, c'est assez important, et c'est un aspect aujourd'hui qu'on
qu'on essaye de faire où on passe beaucoup de temps avec beaucoup d'échanges pour s'assurer justement que le rendu sera le plus proche possible aussi de la réalité. Après, on se rend aussi souvent compte que des fois on a fait des cahiers des charges beaucoup trop complexes qui prennent en compte des cas de figure qu'on avait imaginé qui se produiraient et qui en fait n'arrivent que très rarement. Donc il faut faire attention aussi à ne pas surcomplexifier ces développements en voulant prendre en compte tous les cas de figure. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? À quel moment vous en apercevez? J'imagine que c'est pas une fois que... Eh bien, on revoit le développement quelques temps après en se disant mais ça nous embête, ça nous crée des erreurs alors qu'en fait on ne s'en sert pas. Et donc on prend des blocs de code et on les enlève. D'accord. Donc votre conseil serait peut-être de commencer un peu plus humblement, plus simplement cibler certains points précis. Tout à fait, oui. D'accord. Jean-Charles, vous partagez alors le contexte était un peu différent, hein, effectivement, avec des usines en Afrique. Et quels étaient finalement les freins? Est-ce qu'il y a eu des freins particuliers, des écueils? Alors, des écueils non, quelques freins oui. Toute la partie hardware, la mise à disposition des serveurs, la programmation pour que ça puisse fonctionner, c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser parce que ça paraît tout bête, mais ça peut prendre un peu de temps et ça peut retarder, on va dire, les premières phases de test et d'accès au logiciel. Après, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire quand je parlais vraiment d'expertise métier autour de la table avec l'éditeur, c'est important parce que justement, lorsque l'éditeur va présenter sa solution, il faut savoir la mettre à travers notre expertise. Il faut savoir, on va dire, la mettre en situation et savoir déterminer si oui ou non la solution va répondre aux besoins. Et si elle ne répond pas totalement, essayer de voir s'il n'y a pas autre chose derrière une fonction qui existe et qu'on va pouvoir dévoyer, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas sa fonctionnalité première forcément dans le MES, mais on va pouvoir l'utiliser pour notre propre besoin. Encore une fois, moi, c'est un des conseils que je recommande. Les experts métiers, oui, ils ont toujours envie d'avoir un truc qui est extraordinaire. Il faut savoir arbitrer et il faut savoir, en fait, se faire évoluer notre façon de travailler pour qu'elle colle aux besoins de l'outil et pas vouloir créer le mouton à 5 pattes. Parce que le mouton à 5 pattes, ça sert souvent quelque chose qui est buggé, qui est très difficile à maintenir, très difficile à mettre en place et au final qui déçoit. Et donc, on n'arrive pas à avoir l'adhésion des utilisateurs. Donc ça, je pense que c'est un des points à prendre en compte. Alors justement, peut-être une question pour Emmanuel. Dans ce cas où on aurait un mouton à 5 pattes, donc commencer un peu plus simple et on va parler cette fois plutôt d'évolutivité du système. Qu'est-ce que vous attendez du MES en matière d'évolution? Est-ce que quel conseil pouvez-vous nous donner pour vraiment finalement exploiter le MES dans son entièreté et faire en sorte ensuite qu'il évolue en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise? Déjà, il faut partir sur justement pas une usine à gaz, mais quelque chose qui se rapproche du plus des fonctions de base du MES, qui soit pas trop tordu, parce que effectivement lors de mise à jour, je pense que là on pourrait avoir des problèmes avec des mises à jour standards. Donc où je travaillais avant, on avait fait une mauvaise expérience avec un ERP qu'on avait très personnalisé pour nos besoins, et on s'est retrouvé à chaque mise à jour à devoir débugger et puis avec des mises à jour qui coûtaient assez cher au final. Donc ça, c'est un point vraiment à faire attention. Et puis voir s'il y a, dans le choix d'un MES, s'il n'y a pas des fonctions qu'on n'utilise peut-être pas maintenant, mais qui seront peut-être disponibles pour plus tard, qui peut être intéressantes. Anticiper. Dans notre cas, on a un module qui pourrait être intéressant qui sera peut-être dans une deuxième étape qui concerne toute une partie logistique, qui permettrait de compléter la partie qu'on est en train de mettre en place maintenant. D'accord. Julien, vous avez partagé également ce...
Oui, tout à fait. Nous, il reste encore beaucoup de choses à faire dans nos ateliers avec le MES. Je pense que l'une des plus grosses étapes sera de vraiment connecter totalement nos machines, parce qu'aujourd'hui c'est pas totalement le cas. On a plusieurs machines qui ne le sont pas, mais ça fait partie des axes. Tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles machines, connecter les machines, avoir des remontées de données en temps réel beaucoup plus fiables que du déclaratif humain. Ça fait partie des évolutions qu'il faudra mettre en place. Et je ne vois pas aujourd'hui vraiment de limite à ce que pourrait faire le MES, si tant est qu'on puisse y mettre la somme qu'il faut. Jean-Charles, également, oui. Je voulais juste parler du point de vue des éditeurs. Donc, je ne parle pas en tant que patron de mon entreprise, mais au nom de tous les éditeurs. On nous demande aussi d'avoir un aspect coût qui a bien diminué. Et je pense que chez tous les éditeurs, on a réussi à faire plonger le coût de possession du MES. Et ça passe par un choix de chaque éditeur d'être soit une boîte à outils MES qui peut être paramétrée, vous avez une grande partie de paramétrage, mais qui va bien supporter la mise à jour parce que le logiciel de base est petit. En revanche, le coût de mise à disposition est forcément assez élevé puisqu'il y a beaucoup d'intégration. Et de l'autre côté, des MES qui sont quasi prêts à l'emploi et chez qui il est compliqué d'avoir des fonctions de la cinquième patte parce que justement, on va mettre à mal l'aspect économique qui est à la mise en commun de toutes les fonctions qu'on essaye tous de rendre le plus générique possible, bien sûr, mais et là, je reprends aussi le propos de Jean-Charles, on va essayer de négocier, c'est-à-dire qu'on va nous demander quelque chose et nous, on va dire, tiens, on a ça à droite et on va peut-être pouvoir l'employer justement sans trop tordre. Le conseil que j'ai vraiment au nom de tous les éditeurs, c'est ne pas viser tout dès le départ en même temps, mais c'est votre propos, messieurs, sur votre retour. Et également, en faisant le choix, je repense à la première question d'Hervé, de bien faire le tour de ce qu'il y a dans la boîte ou pas aujourd'hui et en se disant, même s'il n'a pas dans la boîte ce que je veux faire dans 2 ans, si ça se trouve, dans 2 ans, il l'aura ou il l'aura déjà fait, donc c'est pas trop un problème. Mais une notion de progressivité qui est importante pour la réussite du projet et également pour l'adhésion des utilisateurs. S'ils voient un tableau de bord d'avion du premier coup, généralement, ça fait un peu de recul et je pense que vous l'avez vu dans vos entreprises respectives. Allez, je vous laisse la main, mais voilà, les éditeurs ont un peu posé par là. C'est tout à fait vrai, en fait. Je dirais juste là-dessus, effectivement, moi, ce qui est important, c'est d'avoir un éditeur déjà qui a cette notion de la satisfaction client et de l'écoute client. Les fonctionnalités qui ne sont pas là, il est à même de les développer dans des futures, on va dire, versions. Ça a été notre cas, donc j'en suis très content. C'est pour ça qu'on a une très bonne coopération. On a eu des fonctionnalités que le logiciel de base n'avait pas, qui ont été jugées intéressantes et que l'éditeur nous a intégrées pour pouvoir aussi satisfaire d'autres clients. Et donc on y a tous gagné, parce que nous on y a gagné économiquement et l'éditeur y a gagné en richesse de solutions. Donc c'est un des points qui pour moi me paraissent clés dans le choix, on va dire, de l'éditeur avec lequel on est. À part ça, en termes d'évolution, je dirais, voilà, au fur et à mesure, il faut savoir remonter ses besoins, les challenger aussi ses besoins, c'est-à-dire pas remonter tout et n'importe quoi. Mais je rejoins ce que disait Julien, il n'y a pas vraiment de limite. Dès l'instant qu'on est capable d'y mettre le prix souhaité, on peut avoir des choses qui sont très belles et très personnalisées, quoi. D'accord. Dans les critères de choix, je pense que c'est important également d'avoir accès à des éditeurs, c'est le cas de vous trois, messieurs, qui ont le pouvoir de décision. Il y a des logiciels qui sont des filiales de grands groupes, qui sont superbes. Mais si vous demandez quelque chose, avant de toucher le décideur final, c'est pas gagné. Donc, en tout cas, le temps de descendre de l'information risque déjà d'être long. En prenant des éditeurs à taille humaine, et il y en a beaucoup au club MES, vous aurez vite fait gain de cause si vous démontrez que la fonction, elle est pertinente. Nous ne sommes qu'informaticiens. Vous êtes utilisateurs au quotidien. Vous savez mieux que nous ce qui est bon pour vous au quotidien. Et à nous de le comprendre et de se dire, tiens, ce qu'il demande, c'est bien, je ne l'ai pas encore, et je vais essayer de le faire pour que tout le monde puisse l'utiliser. Voilà. Et ça, je pense que les 3 éditeurs qui sont les 3 que vous avez choisis, nous rentrons exactement dans ce scope-là, et j'espère beaucoup d'autres également, pour justement vous donner satisfaction sans vous faire payer la lune pour avoir la lune.
Olivier, je te repasse la main. Ouais, ce sera certainement le mot de la fin parce qu'on arrive au terme de cette table ronde. On a malheureusement peut-être pas tout évoqué, mais on a peut-être encore un peu de temps pour 2-3 questions. Marc-Antoine, c'est... Ouais, on a légèrement débordé. Alors je vous remercie parce que c'est toujours, Ouais. c'est toujours des échanges qui sont sympas et des retours d'expérience qui permettent aux autres qui n'auraient pas encore franchi cette étape d'essayer d'avancer. J'ai quelques questions. Je vais en prendre 2 et le reste, j'inviterai les participants à les poser directement aux membres du club MES ou à venir nous rencontrer sur les événements comme le soulignait Stéphane Crépé en introduction de cet événement digital. Première question, comment avez-vous résolu les problématiques de garantie du réseau en Afrique? Avez-vous déployé des solutions cloud ou en local uniquement? Donc ça c'est pour vous Jean-Charles, je pense. Alors, les problématiques de réseau, on a aujourd'hui nous fait le choix justement par rapport à la faiblesse, on va dire, des réseaux, de ne pas utiliser le cloud. On a des solutions qui sont sur des serveurs en local et on a des accès VPN pour qu'en centrale on puisse tout simplement aller accéder à l'information et voir ce qui s'y passe. Mais avoir une solution centralisée à Bordeaux, on l'a pour notre ERP. Ça passe. Maintenant, quand on veut avoir quelque chose avec de la vidéo, des photos, tout un tas d'éléments, c'est beaucoup plus lourd. On a trop de coupures en termes de réseau internet dans nos pays, donc on a fait le choix de rester local. Très bien. Et là, j'ai une question plus générale qui s'adresse aux industriels, mais aussi aux éditeurs. Comment avez-vous effectué l'interface avec le parc machine? Avez-vous utilisé une couche SCADA? Je sais pas qui veut se lancer. Alors, moi, c'est simple. On n'a pas d'interface avec le parc machine. On a une production qui reste très manuelle. Donc, en fait, on a des machines en fait, qui ne sont pas du tout interfacées encore avec le RP, avec le MES, pardon. Donc, ça viendra peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Dans notre cas, les 2 seules machines aujourd'hui qui sont connectées au MES, on passe par un logiciel qui s'appelle Kepware et qui fait l'interface en fait entre les automates et le MES. Oui, chez nous, on est en train de mettre en place la connexion machine, mais par contre, niveau matos, je connais pas. Je sais que c'est un module qui fait l'interface entre les deux, mais je peux pas vous dire ce que c'est. Je pense que Stéphane a un élément de réponse à apporter. Oui, Stéphane, il doit savoir. Alors, effectivement, et j'ai eu le bonheur de diriger une boîte d'automatisme pendant 10 ans, donc on connaît un petit peu. Vous avez pas mal de protocoles qui sortent des équipements. Et donc, il y a des logiciels qui mettent à disposition des données, comme Kepware, exactement. Et vous avez d'autres logiciels qui font de la passerelle entre des données temps réel qui sont issues du terrain, multi-protocoles, donc qui savent causer avec le Kepware et d'autres, et des bases de données qui sont la quasi-totalité des socles des applications du MES. Donc, c'est souvent comme ça qu'on va utiliser. Pour répondre à la question précisément, le SCADA, c'est le superviseur, c'est-à-dire l'application de contrôle-commande qui permet d'actionner les commandes et de contrôler, qui est avant tout, lui, fait pour faire du contrôle-commande à l'instant et pas forcément d'avoir une mémoire, un historique, tout comme un automate industriel n'a pas de mémoire non plus. Et la question a souvent été, est-ce que je me connecte au système automatisé ou au superviseur SCADA qui est au-dessus des systèmes? Se connecter au SCADA, c'est pas bête parce que le SCADA, il va avoir plusieurs protocoles. Chez vous, messieurs, et je pense chez beaucoup d'autres, il n'y a pas un seul fournisseur de machines et d'automates. On va avoir du Omron, du Siemens, du Schneider et bien d'autres qui vont avoir autant de protocoles. Et les gens qui ont mis le SCADA en place, ils se sont déjà cognés toute cette complexité de connexion. Et donc, on va, en se connectant directement au SCADA, finalement, ne plus causer qu'un seul interlocuteur qui a lui-même fait le rôle de concentrateur. Donc, quand on a un SCADA qui va bien, la plupart du temps, il est lui-même communiquant vers le haut, et on se frotte les mains et vous économisez tous beaucoup d'argent et nous, beaucoup de complexité. Et pour Emmanuel, oui, il y a effectivement des collecteurs. Il y a également des fournisseurs de machines qui font des librairies. On s'est collé à ces librairies. Maintenant, on se retrouve aussi avec un problème des fois pour des fournisseurs de machines qui donnent une licence par machine avec quelques milliers d'euros ou francs suisses
et en faisant l'addition de toutes les machines, ça peut monter loin. Donc, le nerf de la guerre aussi d'un projet MES, c'est le coût de la connectivité au-dessus et en dessous. Nous, on essaye, en tant qu'éditeur d'MES, d'être le plus générique possible. Au-dessus et en dessous, c'est pas forcément gagné, donc il faut aussi voir ça. C'est important. Merci Stéphane pour ces éléments de réponse. Il est 15h38, alors même si on a démarré avec un peu de retard, je vais devoir remercier à la fois aux industriels présents aujourd'hui pour leur temps et leur disponibilité pour ces retours d'expérience, mais aussi dans l'ordre Olivier pour l'animation de la table ronde et toute la préparation en amont de cet événement. Stéphane, merci aussi de ta présence pour la présentation du club MES et les éléments de réponse techniques que tu viens d'apporter. Concernant la suite, vous allez recevoir tous les participants qui nous entendent et qui ont suivi depuis le début une invitation à voir le replay. N'hésitez pas également à passer par l'intermédiaire du site web du club MES pour poser les questions ou vous mettre en relation avec les industriels ou les éditeurs membres du club MES. Voilà ce qui nous concerne. Olivier, je te laisse le mot de la fin. Voilà. Eh bien, tout d'abord, merci et puis merci à tous et je vous dis une prochaine édition donc qui a lieu. Alors, j'ai plus la date en tête sur la prochaine édition du Digital Experience MES. C'est la fin du mois de novembre. C'est la fin du mois de novembre. Enfin, voilà. On beau le. Et comme je l'avais bien préparé, je le sais plus. Le 26 novembre. Le 26 novembre à 14h. En tout cas, sur le mot de la fin, voilà, on peut dire ça et on peut aussi rappeler que on est dans un contexte d'industrie 4.0. Évidemment, le MES est une brique, je dirais, essentielle de l'industrie 4.0, brique essentielle à condition, bien entendu, d'en avoir les besoins. C'est important et je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, l'identification des besoins et la bonne préparation à l'implémentation d'un système informatique de ce type. Merci Olivier. Le replay sera partagé pour la Karim et les plusieurs personnes qui ont posé la question. Il sera disponible sur le site. Je ne sais pas exactement quand. J'espère le plus prochainement possible. Et chaque replay est disponible. Donc déjà 2 éditions, bientôt la 3e. Merci à tous d'avoir été nombreux, encore plus nombreux que sur la première. Ça nous encourage à continuer et à convaincre, merci les témoins, du bien fondé de faire le MES, ils en sont la preuve, mais également de venir témoigner pour apporter et rassurer tous ceux qui veulent s'y lancer. Exactement. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Bon après-midi. Merci à vous, bonne journée. Et bon après-midi, au revoir. Encore merci de votre investissement à tous. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir.